Oui, bonjour. Nous sommes de retour sur notre leçon où on a commencé à comprendre certaines notions des bases des mathématiques. Alors, dans nos précédentes vidéos, nous avons vu c'est quoi x, tout simplement d'une manière particulière. Donc, on a pris une variable, une lettre cible, x. Mais d'une manière générale, on voulait en fait parler que représentent en fait les lettres dans mathématiques. Okay? Parce que vous savez, dans les maths, nous avons souvent intervention des lettres. Vous voyez? C'était avant, vous savez, dans les classes inférieures, on manipulait souvent des chiffres, des nombres, qu'il fallait faire les opérations. Alors après un certain moment, et on a trouvé qu'il y a eu maintenant utilisation des lettres dans les mathématiques. Et de manière générale, quand on voit mathématiques, on voit en fait les lettres. C'est vrai, il y a aussi des chiffres, des nombres, mais le plus souvent, c'est combiné avec des lettres. Alors, pas mal de personnes se disent que depuis que les lettres se sont intégrées en fait, dans les maths, les mathématiques sont devenues très difficiles à comprendre. Ouais. Vous savez, le fameux X, c'est la lettre la plus utilisée et c'est la raison pour laquelle en fait, dans nos vidéos précédentes, nous avons parlé en fait, ce qui représente X. Parce que si on parvenait à comprendre c'est quoi X, en tout cas, il y a pas mal de personnes qui n'auraient plus peur en fait des mathématiques. Il faut comprendre c'est quoi X, c'est quoi Y, c'est quoi A, c'est quoi B. En fait, toutes les lettres, quand on les utilise en mathématiques, ça représente quoi en fait. Alors, nous avons vu que X, ou je ne sais pas, toute autre lettre, ne représentait rien d'autre que soit deux choses. Okay? Soit c'est une inconnue, lorsque nous sommes en face d'une équation ou une équation, et puis l'exercice, sinon le travail, c'était de trouver quelles sont les valeurs de x qui vérifient en fait l'équation ou une équation qui est donnée. Après ça, on a trouvé aussi que x peut représenter aussi une variable lorsque nous sommes dans une fonction. Alors, on a vu avec des exemples comment ça s'est fait. Et après, on a vu que x représente une variable dans une fonction, mais il fallait aussi comprendre c'est quoi une fonction. D'accord? Puis avec ça, on a compris qu'une fonction n'est rien d'autre qu'une représentation mathématique d'une grandeur qui varie en fonction des changements d'une autre variable. Autrement dit, ou je peux dire d'un phénomène. En fait, la fonction, c'est une représentation mathématique au fait d'un phénomène quelconque. D'accord? Ou d'une grandeur par rapport à une autre grandeur. C'est ça tout simplement une fonction. On a pris un exemple par exemple en cinématique. Vous avez une grandeur qui est la distance qui s'exprime en fonction du temps. Ça veut dire, autrement dit, on va dire la distance est une fonction du temps. D'accord? Ça veut dire que, ou bien dans un autre français, on va dire la distance est expliquée par le temps. Ça veut dire quand vous avez un véhicule qui est en mouvement, ok, on sait tout simplement que plus le temps passe, plus le véhicule va parcourir des distances, n'est-ce pas? Donc on va se dire que la distance qui sera parcourue par un véhicule dépend en fait du temps que ce véhicule va mettre à se déplacer. D'accord? Voilà, dans ce sens, dans ce cas, on dit en français que la distance est une fonction du temps. D'accord? Et puis, maintenant, on trouve une représentation mathématique de ça. Et par exemple, quand vous êtes en mouvement rectiligne uniforme, vous dites espace égale à espace initial plus vitesse fois le temps. Ou tout simplement, vous dites, si vous êtes dans un mouvement uniformément accéléré, vous avez espace qui sera égal à l'espace initial plus vitesse fois temps plus 1/2 accélération fois le temps au carré. D'accord? Ça, c'est une fonction mathématique qui exprime en fait, la grandeur qui est la distance, okay? Qui est une grandeur physique, mais où on a trouvé une écriture
mathématique, tout simplement pour pouvoir étudier ces mouvements. Voilà. Alors là, je viens de prononcer le mot étudier, d'accord? Étudier le mouvement, d'accord? On vient de voir que, par exemple, dans cet exemple, nous avons un mouvement, nous avons un véhicule qui se déplace, et puis pour faire son étude, pour étudier ces mouvements-là, on trouve une écriture mathématique. Et à partir de cette écriture mathématique, c'est cette écriture-là, d'accord, cette représentation mathématique qu'on va étudier, d'accord. Ce qui veut dire qu'indirectement, nous serons en train d'étudier au fait le mouvement. C'est ça alors une fonction. Ok. Alors, nous, on va maintenant passer, ayant déjà vu c'est quoi x, c'est quoi une fonction, on va maintenant aussi comprendre c'est quoi l'étude d'une fonction. Ça veut dire on va faire l'étude d'une fonction. En mathématiques, ça représente quoi? Étudier une fonction, ça veut dire quoi? D'accord? En fait, étudier une fonction, ça revient tout simplement à dire qu'on est en train d'étudier, ok, la grandeur que cette fonction représente. Autrement dit, le phénomène que cette fonction représente. Parce que cette grandeur-là physique, par exemple, pour les cas si je prends la cinématique, j'ai dit par exemple que la distance varie en fonction du temps. Vous voyez, cette phrase-là, c'est une phrase, je peux le dire en français, je peux le dire en anglais, je peux le dire en chinois, d'accord? Mais quand je dois faire l'étude du mouvement, je vais savoir en combien de temps le véhicule va parcourir par exemple 30 km, d'accord? Tenant compte par exemple de sa vitesse ou tenant compte de son accélération si c'est un mouvement accéléré, je vais étudier au fait les comportements de ces véhicules. Donc je vais étudier ces mouvements. Alors pour faire simple, si je dois faire cette étude-là en deux phrases, en français ou en anglais ou en chinois ou je ne sais pas en arabe, premièrement, ça allait être un peu compliqué parce que d'abord, moi, je peux l'écrire de ma façon. Donc, vous voyez, quand vous parlez français, la même chose, chacun peut l'exprimer de sa manière. D'accord? Mais si nous trouvons une écriture qui est universelle, que nous tous nous allons appliquer pour faire la même chose, eh bien, ça va nous sembler très facile parce que c'est une écriture qui devient, comment je vais dire, qui devient universelle, qui devient en fait les dénominateurs communs de tout raisonnement. Mon raisonnement, je peux l'écrire en français, l'autre peut l'écrire en anglais, ou on peut même l'écrire en français, mais en français, il y a celui qui va écrire en français facile, l'autre va écrire en français accentué, ça dépend. D'accord? Mais nous exprimons la même chose et nous pouvons avoir les mêmes idées, mais la façon de l'exprimer diffère. Alors, les mathématiques nous ont aidés à gérer ces genres de problèmes. Ça veut dire, on va dire non, on va trouver une écriture mathématique, une écriture qui est simple, qui va être comprise par tout le monde, qu'il soit chinois, qu'il soit français ou je ne sais pas anglais, nous tous, on va comprendre. Et c'est ça, en fait, qu'on a décidé, en fait, de faire l'étude, en fait, d'une grandeur quelconque ou d'un phénomène quelconque à partir de la fonction mathématique qui le représente. D'accord? C'est ça en fait quand on dit étudier, faire l'étude d'une fonction. Donc indirectement, on est en train d'étudier le phénomène ou la grandeur que cette fonction représente. C'est tout simplement ça. D'accord? Voilà. Maintenant, étudier une fonction, comme on le sait, ça passe par plusieurs étapes. Donc je vais un peu scroller. Ça passe par plusieurs étapes. D'abord, il y a les calculs du domaine de définition. Alors, nous avons les calculs de la parité et ou de la périodicité. Nous avons les calculs des limites aux bornes, d'accord, du domaine de définition. Et puis, on doit passer par variation de la fonction. Ça veut dire qu'on va faire la dérivée première pour trouver la variation de la fonction. D'accord? Ceci va nous permettre au fait de savoir dans quel intervalle la fonction est positive ou elle est négative. Alors, on va aussi vouloir savoir la convexité en fait, de la fonction. D'accord? Savoir si, quand on va tracer la courbe, il faut savoir si la courbe va tourner la concavité vers le haut ou la concavité vers le bas. D'accord?
Et puis, il y a certains points particuliers qu'on doit retrouver, comme par exemple les intersections avec les axes, les points d'inflexion. Tous ces points, c'est pour nous faciliter au fait de tracer la courbe. Après, on va faire un tableau des variations et puis on va tracer les graphiques. Alors, tout ça, c'est ce qu'on doit faire quand on fait l'étude d'une fonction. Alors, il y a des définitions qui sont là, mais moi, en tout cas, je vais vous épargner de ça pour le moment. Pourquoi? Pour une simple raison, et c'est vraiment pédagogique. Parce que si je vous donne la définition maintenant, avant de comprendre d'abord c'est quoi la chose, vous serez obligé de bloquer la définition. Et c'est le problème que la majorité d'entre nous ont eu quand on a commencé à étudier donc les mathématiques. En fait, vous commencez un cours, on vous dit aujourd'hui on va faire domaine de définition, on vous donne d'abord la définition. On vous donne la définition de quelque chose que tu ne comprends pas réellement ce que ça veut dire. Ça veut dire la définition, bien sûr, ça c'est pour que tu comprennes. Ça, je n'en disconviens pas. Mais tu vas comprendre quelque chose qui est abstrait. C'est ça le souci. Parce que tu vas essayer de forcer la tête à comprendre une définition. Tu vas te retrouver à un certain moment, les gens vont bloquer les définitions. Et quand tu bloques la définition, c'est déjà mal parti. Parce que tu vas le bloquer aujourd'hui, après 2 jours, 3 jours, une année. En tout cas, il y a une forte probabilité que tu oublies la définition. Là. Mais si tu as compris d'abord la chose, tu as compris la notion, c'est très facile même à toi-même de formuler ta propre définition, mais qui cadre en tout cas avec la notion. Mais si on t'oblige en fait de bloquer la définition de quelque chose que tu ne comprends pas, eh bien, ça sera peut-être soit pour te préparer à faire l'examen, je ne sais pas, une épreuve quelconque. Après l'épreuve, Dieu seul sait si tu vas continuer à avoir cette définition en tête. Alors, je vais en fait vous épargner de ça parce que moi, mon objectif, c'est que vous compreniez c'est quoi la chose. Et après, en tout cas, vous pouvez la définir de votre façon. À condition tout simplement que ça concorde en fait ça concorde réellement avec la chose en soi. D'accord? Voilà pour la raison pour laquelle je ne vais pas parler en tout cas des définitions comme ça. Ça veut dire, on va d'abord voir la chose, après, on va revenir pour comprendre, pour lire en fait. On va juste lire la définition, et puis on va se poser la question si ça reflète exactement ce qu'on a fait. D'accord? Voilà. Donc, on a vu que dans les étapes pour faire l'étude d'une fonction, on commence par trouver les domaines de définition. Ça veut dire, on va d'abord aller à chercher les domaines de définition. Donc, on commence par les domaines. Nous sommes là. Domaine de définition. C'est quoi au fait domaine de définition? Ça représente quoi? Alors, domaine de définition, tout simplement, ça veut dire nous voulons trouver, ok, l'ensemble. Bon, vous savez que les référentiels que nous utilisons quand vous devez chercher le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble R. Ça veut dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Nous avons des notions que l'ensemble R, c'est un ensemble qui est dense. D'accord, la densité. Ça veut dire tout simplement que entre deux valeurs distinctes, il y a toujours une infinité de valeurs. Okay? Raison pour laquelle l'ensemble R est toujours noté sous forme d'intervalle. Pourquoi? La première raison, c'est parce que c'est dense. Et quand c'est dense, ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas la possibilité d'énumérer au fait toutes les valeurs de l'ensemble R. Même quand on vous donne deux valeurs, 1 et 2, on vous dit de donner toutes les valeurs qui sont entre 1 et 2, vous ne pouvez pas les énumérer parce que c'est grand. Alors, quand on vous dit de donner les valeurs qui sont entre 1 et 2, vous devez écrire sous forme d'intervalle. D'accord? Quand je parle d'intervalle, je cherche là où je vais écrire quelque chose. Ici. Donc, quand je parle d'intervalle, je vais dire ceci. Donc, on va écrire que l'ensemble R, d'accord, ça sera égal. Donc, ça varie de moins l'infini exclu, d'accord, jusqu'à plus l'infini. Exclu. D'accord? C'est ça l'ensemble R. Donc, je dois l'écrire sous forme d'intervalle. Tout simplement parce que je ne peux pas énumérer. D'accord? Je ne peux pas citer toutes les valeurs de l'ensemble R. Même quand on me dit les valeurs qui sont entre 1 et 2, quand on est dans R, on ne peut pas les citer. Ça veut dire qu'on va l'écrire sous forme d'intervalle. Donc, je peux l'écrire soit comme ça. C'est de 1 jusqu'à 2. Là, ça veut dire que je considère qu'un 1 et 2 sont inclus dans l'intervalle.
Okay? Parce qu'entre 1 et 2, je peux avoir 1,0000000, même 10 zéros.